Dans ce que j'observe, vous êtes très nombreux, nombreuses, à vous demander comment changer de vie, quel métier vous allez faire demain, à vouloir penser à changer de métier. Et aujourd'hui, je reçois justement Julien Vidal. Julien Vidal, vous le connaissez sans doute. Il est l'auteur d'un livre très connu quand on s'intéresse un petit peu à l'écologie qui s'appelle « Ça commence par moi ». Il est également l'auteur de « Redonner du pouvoir à son argent ». Et puis, il a lancé un podcast il n'y a pas si longtemps qui s'appelle « 2030 glorieuse » où il parle des métiers du futur. Et donc, avec Julien, on va parler d'une vision plutôt utopique, positive de 2030, mais aussi des métiers qu'on devrait pratiquer, comment se former et comment repenser son travail. Je pense que c'est un épisode qui, du coup, vous parlera sans doute dans cette période un petit peu tumultueuse. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Julien. Bonjour, Grégory. On s'est rencontrés il y a une année à peu près, hein, si je me souviens bien. Ouais. Et à l'époque, tu sortais ton deuxième livre. Entre-temps, tu as lancé un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes ? Ouais, je suis ravi d'avoir cette conversation avec toi, puisqu'effectivement, moi, ça fait longtemps que j'écoute Vlan. Et puis, on s'était très gentiment, enfin, tu m'avais très gentiment accueilli parce que justement, je venais de sortir mon nouveau bouquin et que je me posais la question d'un nouveau podcast aussi. Tu m'avais donné plein de conseils qui m'avaient été très précieux. Et ce podcast, effectivement, il s'appelle 2030 glorieuse. Ça fait quoi, 4-5 ans maintenant que j'explore un peu, on va dire, l'éco-citoyenneté du point de vue du citoyen, mais qui vient déconstruire un peu tous les clichés qu'on entend sur ce sujet, avec le citoyen comme une étincelle du mouvement collectif, le citoyen qui arrive à réduire, régénérer, résister, créer et puis remettre le bonheur au cœur de sa vie. Et je me rends compte que plus j'avance et plus je me rends compte que j'ai envie non pas de m'attarder sur les actions à mettre en place aujourd'hui, mais au contraire à lever la tête et à aider celles et ceux qui m'écoutent, qui s'intéressent à mon travail, à lever la tête vers notamment les utopies réalistes, vers toutes ces choses qu'on a à gagner plutôt que toutes ces choses qu'on a à retirer. Et donc 2030 glorieuse, ça passe par la porte d'entrée des métiers qui aujourd'hui sont quasiment inexistants, voire tout à fait originaux et qui seront normalement normalisés dans la société durable de demain, dans 10 ans. Je prends ce parti de me projeter dans 10 ans, c'est à la fois très loin et très court. Et donc, tu vois, je vais rencontrer des maîtres composteurs, des artisans upcyclers, etc., etc. Et ils nous racontent leur métier, leur quotidien, mais aussi ensuite, on ferme les yeux un moment et on se projette en 2030 glorieuse en parlant au présent, alors qu'on est dans 10 ans et on s'autorise à imaginer des futurs souhaitables. Et ça aussi, c'est un exercice en France qui est assez intéressant parce on y est assez peu habitué. Alors, ce que tu racontes, ça évoque énormément de choses chez moi. D'abord, la première chose, c'est qu'on a tendance à opposer économie et écologie, alors qu'en fait, si on reprend la racine étymologique des mots, l'économie, c'est la gestion de la maison, et l'écologie, c'est le récit autour de la maison. Donc en fait, logiquement, il n'y a aucune opposition entre les deux. C'est vrai qu'on a tendance à les opposer. Donc c'est vrai que l'idée, c'est pas de se dire que on va tout perdre, qu'il faut redevenir, je sais pas... tous paysans et vivre en dehors des villes pour pouvoir s'en sortir, c'est pas le cas. Donc j'aime bien cette idée de se dire il y a de l'économie, il y a des métiers demain et qui existent peut-être pas aujourd'hui et qui seront développés en 2030 ou plus tard. Il y a une deuxième chose qui fait écho chez moi, c'est que pour moi, mais peut-être que je me trompe, on rentre maintenant dans une période une décennie, on va dire, une bonne décennie de crise profonde. Enfin, c'est la manière dont je l'envisage, que ce soit économique, sociale, financière, paradigmatique et évidemment écologique. Et du coup, ces périodes de chaos, enfin moi je l'envisage comme une période de chaos, c'est une période géniale pour se réinventer. Ça peut sembler catastrophique et en même temps pour moi c'est plutôt positif parce qu'effectivement on a besoin de réinventer. Et surtout, moi la question que je me pose, du coup c'est... Enfin, pour toi, c'est quoi les métiers de demain ? Là, tu as sorti des titres qui étaient un peu originaux. À quoi ça peut ressembler le travail en 2030 ? Effectivement, je partage pas mal ce que tu viens de dire sur le fait que on va rentrer dans une décennie où il y a beaucoup de choses qui vont se déplacer et que pourtant... quand on fait le travail d'imaginer un peu à quoi pourraient ressembler les fameux lendemains qui chantent, dont on entend parler de temps en temps, en fait, on se rend compte qu'on a
terriblement du mal à le faire parce que notre génération et plus largement notre récit occidental, il est baigné de dystopie et on n'arrive pas à se sortir de la crise, de tout ce qu'on va perdre, de tout ce qui va être noir, de cette nature détruite. Et là, c'est assez simple de revenir aux images qu'on voit dans Blade Runner, dans Walking Dead ou même dans cette série absolument folle où chaque épisode est différent l'un de l'autre et on est dans cette dystopie terrible. Et là, tu vois, je t'en parle et je suis en train de perdre le nom de la série. Non, et moi aussi, en fait, je suis en train de regarder, je sais très bien à quoi tu fais référence et je suis là genre... Black Mirror. Black Mirror. J'étais en train de dire, non, il faut que je l'aide et je me souviens. Merci, tu m'as senti en train de broder. Oui, donc effectivement, il y a Black Mirror. Et pourtant, tu vois, j'avais envie de partir aussi de ce constat actuel de notre société et de ce qui nous définit en 2020. Et en général, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la première question qui va t'être posée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et qu'est-ce que tu vas répondre ? Tu vas répondre, moi, je suis, podcasteur, je suis plombier, je suis comptable, etc., etc. On est quand même dans nos sociétés majoritairement définis au départ par notre métier. Et c'est pour ça que le chômage ou d'autres chemins de traverse sont si mal vécus, ou en tout cas aux yeux des autres. Et donc j'avais envie d'avoir cette porte d'entrée parce que, en fait, le travail, c'est simplement l'expression... Et encore une fois, quand on revient un peu dans l'idée de base du travail, c'est trouver une place dans la société pour exprimer son talent, exprimer sa créativité, exprimer aussi ses racines, son expérience, son historique même familial, et apporter quelque chose au collectif. Et donc, complètement. Comment on peut, avec cette réappropriation du travail et de ce temps qui est quand même très précieux et qu'on consacre majoritairement à ce labeur, trouver une place dans la société de demain, dans une société qui serait en fait bien moins rapide, bien moins surconsommatrice, mais qui pour autant peut tout à fait être conjuguée avec une nouvelle forme d'innovation, une nouvelle forme de confort, une nouvelle forme de bonheur et de créativité. Et je trouve que cette idée de reprendre sa place à travers son métier, ça me plaît. C'est un peu, en gros, aller plus loin que ce que disait Cyril Dion quand il disait à partir du moment où vous faites du vélo mais vous continuez à travailler chez Monsanto, ça marche pas, tu vois. Encore une fois, il y a plusieurs choses qui font écho. Évidemment, c'est un peu une discussion d'écho. C'est rigolo. C'est ça. On est dans une caverne. Mais d'abord, le fait d'avoir des visions utopiques, c'est vrai que c'est ce que tu racontes. En fait, la majorité des histoires qu'on nous raconte sont dystopiques, donc c'est extrêmement difficile. En particulier en France, on aime bien, mais je crois qu'il n'y a pas qu'en France. Les États-Unis, c'est sans doute encore pire que nous, parce que tous ces récits viennent aussi des États-Unis, tous les films auxquels tu faisais référence. Mais aussi cette incapacité à se projeter dans quelque chose qui va être un bonheur. Pour toi, elle ressemble à quoi la société de demain ? C'est-à-dire qu'en fait, comment t'envisages ? Tu parlais de société plus lente, tu parlais de société avec un bonheur différent. Moi, j'ai tendance à dire qu'on passe d'une société de biens à une société de liens, et que finalement, un petit peu comme le propose Satish Kumar, on doit aller dans une sorte d'accumulation de joie et beaucoup plus que d'accumulation de biens, de pouvoir ou d'argent. Pour toi, moi j'ai essayé de définir dans mon bouquin ce à quoi je pensais que la société pouvait ressembler dans les années à venir, ou en tout cas ce vers quoi il fallait tendre pour finalement changer sans vraiment sacrifier, parce qu'en fait à partir du moment où tu changes toi-même, tu n'as plus vraiment besoin de sacrifier quoi que ce soit, en fait ça vient naturellement. Pour toi, ça ressemble à quoi cette société demain ? C'est une question qui est passionnante et on pourrait en parler pendant des heures, et je pense qu'en plus on a toutes et tous une réponse différente, et d'autant que si tu me poses la question à quoi elle ressemble au niveau macro, je te dirais très succinctement que ce sera une société bien plus complexe que celle dans laquelle nous sommes actuellement, parce qu'en fait il y aura plus un récit dominant, il y aura sans doute ce récit dominant qui continuera potentiellement de se casser la gueule avec peut-être encore une partie des personnes qui essayent de s'y raccrocher, de continuer à le légitimer, mais après peut-être, moi je vois beaucoup d'autres communautés, je vois une vie
où on va se réancrer beaucoup plus sur un territoire limité au niveau kilométrique, et donc avec peut-être des manières de faire, des manières de vivre qui seront très différentes d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, avec sans doute des différences bien plus prononcées que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, même entre des pays européens qui pourtant, je dis n'importe quoi, entre la Serbie et la France peuvent déjà être assez différents. Donc je pense qu'il y aura déjà beaucoup de modes de vie qui vont cohabiter. À mon échelle, plus individuelle, ce monde, je le vis d'une certaine manière déjà. J'ai eu la chance d'aller vivre dans des pays dits en développement, même si je trouve que ça dit quelque chose de très triste de notre société et des pays dits développés, où on vit déjà cette crise économique, climatique, puisque je vivais dans les bidonvilles de Colombie pendant 2 ans et puis ensuite aux Philippines. Et je te rejoins d'ailleurs sur le fait que tu dises que on va être en crise pendant les 10 prochaines années sans doute, et même plus. Et que si on regarde en arrière, ça fait déjà depuis belle lurette qu'on est en crise. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Lenoir. Hein. La crise, tu sais, c'est le mot en chinois qui est construit avec 2 idéogrammes. Et il y en a un, c'est danger, et l'autre, opportunité. J'avais un chef dans ma précédente ONG qui disait à partir du moment où il y a une crise, il y a un mouvement. Et ce mouvement, soit on décide absolument de revenir à la situation précédente en essayant de recoller des morceaux, soit au contraire, on profite de ce mouvement pour se repositionner complètement. Et je pense vraiment qu'il y a une opportunité extraordinaire dans ce mouvement qui est en train d'être créé, qui est déjà créé. Mais là, de plus en plus, on ose s'y confronter, même si il faut reconnaître qu'il va y avoir beaucoup de pots cassés et que tristement, en général, c'est les personnes qui sont les plus fragiles et les moins responsables de la crise qui la subissent de plein fouet. Et alors, juste, pardon. Vas-y. Je voulais quand même juste répondre au point de vue de la vie en 2030 glorieuse à mon échelle, en te disant qu'à mon avis, ce sera une vie où le travail, il aura à la fois beaucoup moins de place et beaucoup plus de place, parce que, en fait, le travail aujourd'hui, moi, c'est plus quelque chose de subi, c'est quelque chose de voulu, de décidé. C'est quelque chose aussi qui prend beaucoup plus de formes. Que ce soit des formes intellectuelles, de l'écriture, du podcast, mais aussi dans les mains, dans la réhabilitation, dans la régénération, avec la participation par exemple à des projets de revégétalisation en ville, de réhabilitation de lieux. Donc il y a cette idée d'arriver à être peut-être un peu plus dans le faire que dans le penser, dans le dire. Et puis c'est une vie aussi beaucoup plus lente. C'est une vie sans avion ou presque. C'est une vie où quand je pars en vacances, c'est plus de 2 jours à Barcelone, mais c'est 2 semaines dans un département juste à côté de chez moi à vélo. Beaucoup plus dans la nature aussi, en allant camper, en allant naviguer, et aussi avec une part grandissante d'activités qui sont complètement décorrélées du fait de sortir ma carte bleue. Parce qu'on passe par le troc, parce qu'on passe par la créativité, le prêt, ou même des choses qui encore plus n'ont rien à voir. Et ça, c'est assez étonnant, parce que je constate, et ça, c'est le travail que je fais avec le podcast de 2030 Glorieuse, mais pas que, en fait, parce que ça me passionne d'aller rencontrer ces gens-là. Je constate que tout ce monde, il existe déjà. Il y a tout un tas de personnes qui vivent déjà dans ces futurs souhaitables, et c'est assez marrant, cette cohabitation. Alors, des fois, c'est une cohabitation qui marche pas du tout, qui s'ignore parfois aussi, mais qui est de plus en plus tolérée, si bien que je trouve que, et ça, je serais curieux d'avoir aussi ton opinion là-dessus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la charge de la preuve, elle repose plus sur ceux qui veulent continuer et s'arc-boutent sur notre ancien mode de vie, plutôt que celles et ceux qui ont envie de pousser vers justement ces futurs souhaitables. Dit autrement, c'est Aurélien Barraud qui dit qu'en fait, les gens sérieux, c'est ceux qui ont pris en compte les dérèglements du système et qui veulent le faire bouger, plutôt que ceux qui continuent à nous parler de PIB, quoi. Oui, non, mais évidemment, je ne peux être que d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on vit une transition depuis globalement les années 60 et les hippies, que cette transition, donc les hippies qui était vraiment ce début de transition qui a été cassé par Thatcher, Reagan, etc., où on a connu du coup à cette période une sorte de ressort d'un capitalisme complètement sacralisé, et puis là on revient finalement à une vision peut-être plus modérée de ce que proposaient les hippies à l'époque, mais finalement qui est pas si éloigné. Et en fait, finalement on voit que des gens qui ont ce mode de vie
existe depuis un moment, avec évidemment, alors je dis pas que tout le monde va devenir hippie, c'est certainement pas ça, parce qu'il y a plein de valeurs dans le mouvement qui n'étaient pas forcément compatibles avec les us et coutumes de tout le monde. Et effectivement, c'est marrant ce à quoi tu fais référence. Moi, je parle beaucoup de Trump, tu sais, parce qu'on le montre beaucoup du doigt, Trump, très facilement, sans vraiment se rendre compte que Trump, pour moi, c'est l'expression de ce monde du XXe siècle. En fait, c'est non, mais je peux rouler dans une grosse voiture, non, mais je peux partir en vacances, non, mais le changement climatique, ça n'existe pas, je peux continuer à vivre. Et finalement, un petit peu comme Dark Vador, on est tous et toutes un peu Trump en nous, c'est-à-dire que bon, évidemment on n'est pas, je pense que personne, enfin en tout cas peu de gens qui écoutent auraient voté Trump, mais néanmoins en fait il y a un truc qui résonne dans ce qu'il dit chez nous, tu vois, à partir du moment où tu veux rester dans ce monde d'avant, il y a forcément quelque chose de Trump qui résonne en toi. Absolument. Et c'est important d'avoir conscience de tes zones d'ombre, de tes dark side, parce que si tu n'en as pas conscience, finalement elles prennent de plus en plus de place. Enfin, j'imagine que tu t'intéresses à ce sujet-là, mais c'est vrai que quand tu ignores, quand tu ne connais pas tes zones d'ombre, en fait, elles prennent toute la place. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. C'est super intéressant de parler de Trump, je trouve, parce qu'en fait, effectivement, il est souvent pointé du doigt très facilement, et nous, en particulier en France, on aime bien s'en moquer. Hein. En plus, c'est l'États-Unien type, et pour nous, c'est presque caricatural à l'extrême. Et à la fois, je trouve qu'il a le mérite de nous amener à nous positionner, Trump. Il y avait eu un article il y a quelques années qui disait, au moment du début de sa présidence, que Trump, en fait, était déjà peut-être sans doute le président états-unien le plus écolo, ou en tout cas avec le bilan écolo le plus positif depuis le premier président américain, parce que en fait il avait amené tout un tas, notamment de villes, à se positionner pour justement faire les choses, plutôt que, par exemple, Obama qu'on citait comme le président super ouvert, très engagé sur ces questions, qui en fait, lui, continue à signer ces accords multilatéraux d'échanges à travers le monde, et qui en fait faisait pas forcément du bien, mais il donnait l'impression que ça avançait dans le bon sens, et du coup, on continuait à être un peu dans ce consensus mou, et je pense qu'il n'y a rien de pire que le consensus mou, que les non-dits, qui nous permettent de continuer à végéter, à paraître, et qui ne nous oblige pas à nous positionner. Trump, bah voilà, très bien, tout est noir, tout ce qu'on veut, orange même, mais au moins il nous oblige à nous secouer, à nous dire non, je suis pas d'accord, mais non seulement je suis pas d'accord, mais en plus je vais me mettre en mouvement. Et donc finalement, en fait, je serais assez pour qu'il y ait plus de Trump quand les gens ont vraiment envie de s'assumer comme des Trump, parce que ça obligerait peut-être d'autres à dire bon ben ok, là je me réveille parce que c'est plus possible, et moi qui ai, on va dire, cette envie de bien faire, je peux plus l'ignorer. Je pense que ça fait partie un peu de ce réveil qu'on a, et qui aussi est assez flippant, parce que ça veut dire qu'on a une société qui se polarise de plus en plus, et qui aura de plus en plus de mal à se parler. Donc dans le travail que j'essaye de faire, il y a aussi cette question de comment on fait pour créer des ponts entre les personnes qui ont supposément des points de vue différents, et même carrément opposés, extrêmement radicalement opposés, parce que je pense qu'on va avoir besoin dans les 10 années à venir, plus que d'alternatives et de solutions concrètes, d'une quête aussi de l'écologie intérieure, de faire présomption de bienveillance, présomption d'intelligence chez l'autre, et que ça va être au moins aussi nécessaire que le solutionnisme auquel on s'est adonné ces 10, 20, 30 dernières années. C'est clair. Et alors justement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en plein questionnement personnel, en train de se dire, mais en fait, est-ce que mon métier a vraiment du sens ? Qui essayent de repenser leur métier demain. Moi, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions, et je vois bien, tu vois, sur Vlan, le nombre de personnes, les épisodes qui fonctionnent bien, c'est quand même des podcasts où on parle de la réinvention, du sens de son travail, etc., etc. Donc, du coup, le tien tombe à point nommé, et en fait, ce que j'ai envie de comprendre ici, c'est pour les personnes qui écoutent et qui se disent mais moi justement j'en sais rien, je suis banquier, je suis marketeur, je suis communicant, je sais pas trop quel métier, comptable, et je ne trouve pas vraiment de sens dans le métier que je fais. Vers quoi je devrais me diriger ? Et toi, c'est vraiment c'est vraiment ça que tu analyses sur ton podcast. Donc j'aimerais bien que tu me donnes des exemples de métiers, en fait, tout simplement, et ce à quoi ça peut ressembler. Ouais. Et en plus, pour apporter encore un peu plus de complexité à ce que tu es en train de dire, je pense que on aura vraiment cette vie à venir avec plus d'une seule casquette professionnelle.
J'aurais tendance à penser que plus le temps va passer, plus ça va avancer et plus on aura peut-être même un emploi du temps qui sera carrément différent d'une journée à l'autre avec différents métiers et pour en rajouter encore une couche, même une vie professionnelle encore active, mais aussi une vie citoyenne qui prendra plus de place. Par exemple, il y a quelque chose pour lequel je milite beaucoup, ce serait la création d'un service éco-volontaire qui serait peut-être pas forcément obligatoire, mais qui serait accessible à toutes et à tous, comme une sorte de pro bono, une journée, disons, par semaine sur le temps de travail, et qui nous permettrait de continuer à être rémunérés tout en prenant du temps pour se mettre au service de la régénération des écosystèmes. Je pense que s'il faut laisser tranquille la planète le maximum possible et les écosystèmes le maximum possible, il va aussi falloir assumer qu'on en a créé un paquet de dégâts et qu'il va falloir régénérer. Donc tu vois, peut-être qu'il y aura, je dis n'importe quoi, 4 jours par semaine où on travaillera et peut-être une journée par semaine où on fera chacun et chacune un service éco-volontaire pour revégétaliser les anciennes places de parking dans les villes, nettoyer les bords de Saône, protéger des espèces et les accompagner à se réétablir dans des lieux qui leur ont été volés il y a déjà quelques décennies. Tu vois et donc du coup, je pense que ça va être encore plus complexe que le simple fait de dire je passe de communicant à celui de créateur d'un village en tiny house qui sera un habitat léger et qui ne détruira pas les écosystèmes sur lesquels il s'installera. Et puis en plus de ça, vu qu'on va être avec toutes ces périodes, on va dire glissantes entre le changement de notre époque actuelle à celle des mondes un peu plus durables, et puis peut-être des bulles qui seront déjà bien plus avancées avec des métiers très caractéristiques et très ancrés. Je pense qu'il va y avoir aussi un peu cette cohabitation entre les coachs en changement systémique, les cabinets de conseil qui accompagnent sur la transition écologique et sur le calcul du bilan carbone et de la mise en place de la triple comptabilité, de la comptabilité à triple capital, pardon. Et voilà, ces expériences très 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 particulières d'agricultrice urbaine. Là, tu vois, le podcast qui est sorti en fin d'année de 2030 Glorieuse, le nouvel épisode, c'est un berger urbain qui considère que en fait, on a la nécessité de remettre l'élevage et le bétail au cœur de la ville. Et donc, lui, il fait paître ses moutons dans différentes zones de la métropole de Lyon. Et donc, tu le vois transhumer d'un parc à une résidence qui met sa pelouse à disposition, à un bord de Saône, etc., etc. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment cette complexité et j'aimerais bien te donner des dizaines et des dizaines d'exemples, mais effectivement, tu vois, je pense que l'artisan upcycler qui va réussir à revaloriser nos déchets, comme par exemple Ubermot, qui est assez connu, qui a repris tous les anciens pneus de vélo pour faire des ceintures, l'agricultrice urbaine qui décide de faire pousser dans des bacs tout un tas de fruits et légumes, pourquoi pas dans la dynamique des incroyables comestibles pour que les gens puissent s'en servir. La valoriste qui va sur les chantiers du BTP pour récupérer tous les matériaux qui supposément auraient dû être jetés mais qui en fait peuvent être valorisés pour de nouvelles constructions. L'idée, c'est vraiment d'avoir tout un tas de métiers qui peuvent être repris et à minima être adaptés, on va dire, à l'échelle d'une ville. Et après, ça peut être les personnes qui vont réussir à mettre en place la nouvelle monnaie locale. Vraiment, c'est sans fin et c'est ça que j'adore. Là, j'ai une liste, si tu voyais mon ordinateur, des 50 prochaines interviews à mener et sans chercher, quoi. Et alors, du coup, il y a deux choses dans ce que tu racontes. La première, c'est que déjà, tu parles de ville. Ça veut dire que les gens vont rester en ville. Ça, c'est une première chose. Ou en tout cas, une partie des personnes vont rester en ville. Et c'est vrai que on a tendance à raconter ce discours des néo-urbains qui partent à la campagne. Et on a vu cette année, enfin en tout cas en 2020, beaucoup de gens partir. Et en même temps, on sait bien que toutes les analyses prouvent que finalement, la manière la plus écologique de vivre, ça reste en ville parce qu'en fait, tu fais moins de mouvements ou en tout cas, tu vas te balader de manière, le fait que ça soit concentré, la ville est plus entre guillemets responsable. Et après, la deuxième chose, c'est est-ce qu'il existe une liste de ces jobs demain et comment, admettons qu'une personne écoute et se dise mais moi j'ai envie de faire ce genre de choses. D'abord, c'est comment je m'y prends, comment je peux avoir des idées de jobs qui pourraient convenir par rapport à mes qualifications, une sorte de nouvelle ANPE entre guillemets ou d'APEC, je sais pas, qui corrobore tes compétences avec des jobs qui sont cohérents pour 2030.
Bah écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, c'est le projet de l'année prochaine là que je mène avec des designers lyonnais qui m'aident. En fait, l'idée, c'est de construire des fiches métiers justement pour permettre à celles et ceux qui se posent la question de leur réorientation professionnelle, bah voilà, d'avoir des propositions un peu plus enthousiasmantes que s'ils se contentaient d'aller à Pôle Emploi ou à l'APEC, qui en général, enfin, sont encore un peu, qui sèchent un peu sur ces sujets. Et j'aimerais bien moi réussir à constituer, je sais pas, un cahier d'une cinquantaine, une centaine de fiches métiers. Donc là, pour l'instant, j'utilise l'expérience de celles et ceux que j'interviewe, mais à terme, j'aimerais bien avoir une démarche un peu plus proactive et donc compiler une centaine de fiches par secteur et puis avoir un cahier qui pourrait se retrouver dans les CDI déjà, tu vois, pour que les personnes, enfin les étudiants, des étudiantes qui se cherchent, bah, aient ces perspectives plutôt que bah, les perspectives auxquelles tu as été comme moi sans doute sûrement confronté et qui faisait vraiment pas rêver, mais que ce soit aussi dans les pôles emploi ou plus simplement dans toutes les structures qui accompagnent à la transition professionnelle. Tu as peut-être entendu parler d'Active Action, de CoJob, de toutes ces structures qui aujourd'hui en France On Purpose, enfin il y en a plein qui accompagnent un peu les gens qui se posent des questions, qui veulent redonner du sens à leur carrière. Et est-ce que ça se faire uniquement au niveau individuel ou en fait on peut aussi l'envisager de manière collective? Moi je travaille, comme tu le sais, à aider plutôt les grands groupes, les grandes entreprises à se réinventer et à réduire leur impact, mais vraiment à repenser peut-être parfois même la manière dont ils gagnent de l'argent. Hein, tu vois, ça peut complètement être... tu vois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des activités qui n'ont en réalité pas de sens. Tu vois, je pense entre autres à Nespresso, pardon pour ceux qui y bossent et qui adorent Nespresso, mais Nespresso, même s'ils font énormément d'efforts pour le recyclage des capsules, la réalité, c'est que personne n'a besoin de capsules pour boire du Absolument. café. Ils ont créé un besoin inutile à la base. Ils ont créé un besoin inutile, donc en fait, forcément, cette entreprise, elle doit complètement se réinventer et changer de métier, en fait. Enfin, c'est naturel, évident, qu'en 2030, Nespresso, ou en tout cas, on ne consommera pas forcément le café de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin, tu vois, pour rester sur cet exemple de Nespresso, bon, moi, je ne bois pas de café, mais tu vois, il y a vraiment cette idée d'optimisation, de maximisation du temps. Tu vois, j'ai l'expresso en 2 secondes, etc. Alors que moi, je me souviens quand j'étais petit que mon père buvait du café. Tu vois, il y avait le temps du café qui passe goutte à goutte dans la cafetière. Et c'est bon, je prends l'exemple et je trouve ça rigolo, mais quelque part, tu vois, la cafetière, elle a un côté 2030, si je peux dire ça comme ça. Absolument. Tandis que le Nespresso, il a un vrai côté 2010, ou en tout cas ou plutôt 20e siècle en réalité, étrangement. Mais oui, il y a des entreprises qui doivent se réinventer. Donc comment on peut envisager... ou est-ce que toi, tu vas accompagner ça aussi, c'est-à-dire des grandes boîtes qui veulent se réinventer? Ou comment on envisage des salariés qui veulent se réinventer dans l'entreprise dans laquelle ils sont? Moi, je suis bien à ma place dans l'idée d'être un peu le passe-plat qui met en avant celles et ceux qui sont hyper inspirants et inspirantes dans leur parcours. Et je pense qu'il y a effectivement énormément de choses à faire au niveau des entreprises, comme tu le dis, mais en fait même au niveau gouvernemental et du ministère de l'Éducation. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas pousser pour la création de filières et de cursus et de formation pour, par exemple, les futurs maîtres composteurs implantés auprès de toutes les mairies, de toutes les villes de plus de, je dis n'importe quoi, 5000 habitants, là, tu crées un appel d'air fantastique. Et je sais, par exemple, qu'à une autre échelle, le Shift Project, qui est cette association qui agit là sur la décarbonation de nos modes de vie, a créé une plateforme qui s'appelle shiftyourjob.org sur lequel ils proposent tout un tas de nouveaux métiers et eux, ils ont un lien assez étroit avec les entreprises. Moi, j'aimerais vraiment directement interagir avec le ministère de l'Éducation avec lequel je suis en contact, peut-être à travers au début des éco-délégués qui existent un peu dans les collèges et les lycées, mais à terme peut-être un peu plus accompagner sur la redéfinition de nos cursus et la réévaluation des générations à former à venir en fait, parce que si on n'a pas compris qu'actuellement il faudrait plus former, je dis n'importe quoi sans vraiment dire n'importe quoi, mais des personnes expertes en je sais pas comment le dire, en isolement de nos immeubles et pour sortir de la précarité énergétique, tout un tas de logements où l'exemple de maître composteur me plaît bien, mais ça pourrait être la revégétalisation des centres urbains, le traitement
des déchets verts. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, ça intervient à toutes les échelles. Et c'est assez étrange ce que tu dis, enfin l'exemple que tu prends et qui est très vrai, c'est-à-dire que sur l'isolation des maisons, des immeubles, etc., on sait que c'est un problème majeur, d'ailleurs que le gouvernement est en train de prendre, mais juste entre guillemets juste, en faisant des primes pour permettre aux gens d'isoler leur maison ou leur appartement. Mais en fait, on manque complètement de personnes qui savent faire ça. Absolument. Donc, typiquement, là, il y a des métiers... Mais Grégory, ça montre à quel point, pour l'instant, on a cette politique du court terme, là où il faudrait être capable de prévoir sur le long terme et donc d'anticiper les besoins forcément en main-d'œuvre et donc en compétences. Ça devrait normalement commencer par là. Si on veut lancer une transition à horizon 2030-2050, on se demande de quel type de savoir-faire et savoir-être, évidemment, on aura besoin, et on est capable de former des dizaines de milliers de personnes en conséquence. Là, aujourd'hui, on fait toujours les choses dans le sens inverse, et c'est terrible. Et ça me fait penser à cette phrase. Je renvoie beaucoup sur ce que les autres ont dit, hein, donc j'ai vraiment aucun problème à copier, ou en tout cas à citer, mais tu vois, c'est Saint-Exupéry qui dit: si tu veux construire un bateau, tu rassembles pas des hommes et des femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque détail, leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, tu fais naître dans leur cœur le désir de la mer. Tu vois, c'est vraiment comment on arrive à lever la tête, à s'enthousiasmer justement sur ces possibilités extraordinaires qui nous attendent, pour que chacun ensuite se mette en mouvement. Et j'aurais presque même tendance à dire que l'idée du flou artistique, il faudrait réussir à savamment la ménager, la cultiver, parce que je pense qu'il faut aussi oser laisser chacun se perdre, louvoyer, pour vraiment savoir et décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent vraiment apporter à ces mondes de demain, plutôt que de recréer un nouveau mimétisme. Là, aujourd'hui, on est dans le mimétisme de la surconsommation. Le mimétisme du zéro déchet à tout prix, moi, m'intéresse assez peu. Et en même temps, dans la culture française, on aime beaucoup, plein de choses. Pardon. Mais on aime beaucoup que ça vienne de l'État. On attend beaucoup dans notre culture que tout descende de l'État. Donc on aime bien qu'on nous dise il faut faire ci, il faut faire ça, on va prendre soin de ci, on va prendre soin de ça. Et finalement, on est moins sur tu vois, la célébration des personnes qui peuvent bouger ou des entreprises qui peuvent bouger. On est même souvent, en particulier les militants, critiques envers les entreprises qui disent vouloir bouger. Tu vois, on regarde ça d'un œil en se disant non mais peut-être que c'est pas exactement sincère, ou alors tu vois, si t'es en entreprise, t'es forcément vendu au capital entre guillemets, sans forcément être communiste d'ailleurs, mais tu vois, il y a vraiment ce truc de ça doit venir de l'État. Alors qu'en réalité, dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, et moi c'est le constat que j'ai fait aussi, c'est que l'État est pas vraiment capable, ou en tout cas, si, il est très capable, mais en tout cas il le fait pas vraiment, de proposer des solutions alternatives. Non, mais d'autant que si on assume le fait que on va quand même être a priori, de manière tout à fait certaine, avec au moins 20 voire 30 années de crise climatique et sociétale et géopolitique à venir, quoi qu'on fasse, parce que le système Terre, il est en train de digérer nos actions des 20 dernières années, là, actuellement. Donc même si on faisait comme dans Top Chef et qu'on levait les mains et qu'on arrêtait d'émettre et de consommer quoi que ce soit et d'émettre quelques carbone que ce soit, en fait, notre environnement va continuer à se dégrader. Donc, ça, c'est pas très positif, mais c'est vrai. c'est pas positif, mais c'est vrai. Mais ça veut dire, en fait, là où je veux en venir, c'est que du coup, faire confiance à la réponse uniforme de l'État dans un territoire qui est petit quand même, le territoire français, mais pourtant très très complexe et très différent et très changeant, parce qu'en fait, la réalité des Alpes-Maritimes sera complètement différente de la réalité de l'Aquitaine, de la réalité de la Normandie, etc., etc. C'est aussi, ne pas faire preuve de suffisamment de nuances dans notre capacité à nous adapter et à réagir à ces différents changements climatiques. Et donc, il y a des frontières qui vont être très touchées par, l'arrivée de plus en plus de migrants. Il y en a d'autres qui vont plus se poser la question de la sécheresse. Donc, c'est aussi comment revenir à une entité, à une échelle qui sera, elle, capable, en fait, d'être beaucoup plus réactive, mais aussi d'avoir une connaissance beaucoup plus fine. Donc, je pense que ce monopole de l'État, stratégiquement, il doit être aussi amené à chuter, même si on aura besoin de ce cap enthousiasmant sur une neutralité carbone à horizon 2050 et même idéalement à horizon plus rapproché de notre quotidien. Mais je pense qu'on va avoir, si on veut être capable de répondre comme il faut à
à ce qui nous attend. Il va falloir qu'on revienne, je sais pas, à l'échelle de la région, l'échelle de la ville. Moi, me semble être quelque chose qui marche bien, et je me souviens plus de quelle étude avait dit qu'il y avait au moins 50% des leviers à activer à l'échelle de la ville pour lutter contre le changement climatique. En fait, Obama dit ça, et puis en fait, de manière assez empirique, on se rend compte qu'effectivement, les transformations se font beaucoup au niveau local. Est-ce que tu fais partie de cette tranche de personnes, souvent on les retrouve dans les militants écolos qui valorisent l'anarchie, ou en tout cas une forme d'anarchie pour un modèle donc de repenser complètement le modèle de gouvernance pour demain? C'est marrant que tu me poses cette question. J'ai eu cette conversation il y a quelques temps avec Jacques Lecomte, qui est un psychologue positif, et qui lui concluait en disant qu'il n'était pas du tout anarchiste, parce que l'idée de laisser tout faire et d'avoir ce postulat de base que chacun était libre de tout l'inhibait un peu, mais que pourtant il était anarchisant. Je ne sais pas comment réussir à faire sentir cette nuance. J'avoue que j'arrive pas encore trop à me positionner par rapport à ça, et ça me en fait, là-dessus, tout d'un coup, j'ai des peurs qui arrivent. J'ai été assez traumatisé par cette série qui, en vrai, pour l'instant, n'a rien de tangible, et qui pourtant me faisait froid dans le dos et continue à me faire froid dans le dos. C'est la série 3%, une série brésilienne, je sais pas si tu en as entendu parler, qui montrait en fait qu'il y avait 3% de la population qui vivait de toutes les avancées technologiques, vraiment un cumul des richesses de manière assez extraordinaire dans un futur proche, et 97% restants qui vivaient dans un état de pauvreté absolue, et qui étaient manipulés d'une certaine manière par une sorte de grand concours, et le gagnant tiré au sort chaque année pouvait rejoindre cette terre promise. Et la manipulation était terrible, et il continuait à légitimer le système. Et tout ça pour te dire que si on n'arrive pas à avoir un minimum de cadre qui va permettre de la redistribution, qui va permettre de l'anticipation, qui va permettre de la réparation, j'ai peur que la richesse économique, technologique, mais même de connaissances, continue à servir qu'une minorité, et pas à pouvoir se transmettre à la majorité. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point l'anarchie permettrait cette solidarité qui va devenir de plus en plus essentielle dans les décennies à venir. C'est hyper complexe comme question, je te la pose, j'ai pas forcément la réponse moi non plus. J'avoue que moi je pense qu'on m'a jamais posé cette question, et j'aime bien l'idée de temps en temps d'avoir des échanges où on sort un peu des sentiers battus, donc je te remercie, même si je te fais une réponse à moitié, quoi. Non, mais moi c'est vrai que l'anarchie, c'est quelque chose qui a priori me fait peur. Enfin, j'ai jamais eu de pensée anarchisante. Je crois pas. Et en même temps, c'est vrai que c'est intéressant de repenser les modèles de gouvernance. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est de rester ouvert. Tu vois, dans une société où on a tendance à être binaire et à dire oui, non, blanc, noir, etc. Ce que tu disais qui peut nous aider à faire bouger, quand on parlait de Trump, tu parlais de ça. Et en même temps, moi, je pense qu'il faut accueillir de nouvelles idées. En particulier, je pense que dans une période où il faut se réinventer, tu vois, la discussion qu'on a eue sur la crise, le fait que ce soit une opportunité, etc. Il y a Martin Serralta, que tu connais peut-être, qui bosse beaucoup avec l'Institut des futurs souhaitables, qui a écrit un article qui dit en fait il faut faire de la place aux idées alternatives, aux idées de côté, quoi. C'est-à-dire que les idées qu'on n'aurait pas regardées a priori, en fait il faut leur donner de la place, et peut-être pourquoi pas celle-là, en fait j'en sais rien, j'avoue que bien sûr, non, tout à fait. C'est très compliqué, mais au moins rester ouvert. C'est l'idée de dire que si on continue à apporter les mêmes réponses qui n'ont pas marché depuis des décennies au même problème, on restera Einstein. C'est ça, ouais, c'est ces citations à peu près, tu sais, il y a plein de trucs qu'on ramène en permanence à Gandhi ou à Einstein, à la fin on sait plus qui a dit quoi ni comment, mais c'est un peu cette idée, ouais. Cool. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ouais, moi je veux vraiment ouvrir la porte à ces discussions où on arrêtera au bout de 2 minutes de taxer les gens qui osent rêver de bisounours. Ah, parfait. Je rêve de toutes ces conversations avec nos proches, avec nos collègues, où on se dira, et imagine, ok, la situation, on l'a dit, elle est terrible, ok, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais imagine, plutôt que d'anticiper le pire, nous pouvons construire le meilleur. Imagine, si tu as les coups des franches, qu'est-ce que tu ferais et comment tu remettrais le bonheur au cœur de ta vie, et qu'on se prenne à rêver pendant 10, 20, 30, 40 années.
c'est quelque chose, à mon avis, un exercice mental qui est absolument nécessaire pour une mise en action collective vers justement ces changements de société qui doivent être radicalement ambitieux et même immédiats, hein, si on veut réduire notre chute, mais qui va bien dans le sens de ces sujets de conversation qu'on a là depuis 1 an ou 2 sur l'effondrement. On nous dit l'effondrement, effectivement, t'y crois pas, et puis ensuite on se dit mais est-ce que c'est pas une mauvaise idée au contraire de proposer cette vision aux gens, ça peut les immobiliser, non ça va les libérer. Mais la métaphore que j'utilise en général c'est de dire bah voilà, on est sur notre cheval, on galope à pleine vitesse. Les effondristes, les collapsologues, c'est les personnes qui vont nous appeler dans l'oreillette et nous dire attention, il y a une haie qui est un peu traîtresse, un peu vicieuse, on l'avait pas anticipée, elle est à tel endroit, donc fais bien gaffe parce que si tu continues comme ça, tu vas te la prendre à pleine vitesse et ça sera terminé pour toi. Et les collapsologues, ils nous permettent à identifier cette haie, à lui mettre une texture, une couleur, une profondeur, une hauteur, bref. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste ? Soit on se dit, mince, il y a une haie et on est terrorisé par la peur et on se la prend. Soit pour les personnes qui ont déjà fait un peu de cheval, ils savent que si on regarde au-dessus de la haie, en fait, on aura la possibilité de sauter par-dessus. Je dis pas que ça va pas nous laisser des cicatrices, qu'on risque pas de se péter la gueule une fois qu'on sera passé par-dessus la haie, mais en tout cas, il faut s'autoriser à lever la tête, à regarder ce qui existe par-dessus, parce que sinon, en fait, on continuera à se construire un cap qui sera de toute manière fatal à notre société et dans lequel on sera tous perdants. C'est marrant parce que moi, quand je parle de ça, je parle du fait d'avoir passé le permis moto. Ouais. Et tu sais, quand tu passes le permis moto, donc il y a plusieurs épreuves et en particulier, il y a ce qu'on appelle le plateau. Ouais. Et dans le plateau, il y a une épreuve qui s'appelle l'évitement d'obstacles. Et en fait, l'évitement d'obstacles, donc tu avances à une 50aine de km/h et tu dois éviter un obstacle. Et en fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est de regarder l'obstacle. Et en fait, quand tu regardes l'obstacle, tu te le prends systématiquement. La seule solution, et c'est un peu ce que tu disais sur le au-dessus de la haie, c'est-à-dire qu'il faut regarder la porte de sortie, et quand tu regardes la porte de sortie, bah ça passe, toujours. Absolument, mais ça fait 10 ans maintenant que j'ai passé mon permis moto, on aurait dû avoir cette conversation avant, Grégory, c'est fou. Et on allait justement au plateau et le gars qui conduisait la moto devant moi, au premier virage, il a tapé un tout droit et le gars lui a dit mais pourquoi tu n'as pas regardé la sortie du virage? Et le mec était tellement persuadé qu'il allait tomber et regarder le bout de sa roue. Bah, il s'est exactement produit ce dont tu parles et c'est l'exemple parfait, exactement. Ouais. Et donc du coup, si on arrive à se dire que regarder la sortie du virage, ça fait pas de nous des bisounours, mais au contraire d'excellents pilotes, je pense qu'il y aura déjà une belle avancée de fait. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Mais je t'en prie, merci à toi pour cet échange, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.